Le débat des gérants, deuxième partie spéciale, vieillissement de la population. Ce matin, on va s'intéresser aux valeurs justement qui composent ce business des seniors. On est en compagnie d'Aymeric Blon de Ecofi Investissement et de Florian Potvin de CPR AM. Florian, on redémarre avec vous. Effectivement, donc 8 secteurs identifiés, environ 600 valeurs connectées en rapport avec ce vieillissement de la population. Et on a dit, ce n'était pas seulement que la pharmacie, l'équipement de santé, le bien-être. Il y a aussi de l'épargne financière parce que il faut gérer cet argent, le loisir, le bien-être. On va s'intéresser à 3 valeurs. Par exemple, Lilly, qui suit, voilà, là on est par contre dans la pharmacie, endocrinologie, santé animale, cardiologie, oncologie, qui traite notamment les cancers, les maladies d'Alzheimer, etc. Ça, c'est une valeur qui est typiquement dans cette thématique. Tout à fait. Lilly, qui est un des plus gros labos pharmaceutiques au monde, avec un portefeuille de produits très diversifié, et qui vend ses produits dans le monde entier. C'est donc une valeur pharmaceutique tout terrain. Elle a très bien marché ces dernières années. Un petit peu de faiblesse depuis l'été dernier avec le début de la campagne américaine. On rappelle ce qui s'est passé, notamment certains candidats, une candidate notamment à la Maison Blanche, Hillary Clinton, s'est émue du prix des médicaments. C'est vrai qu'il y avait tendance à flamber notamment dans les biotech. Elle a fait un tweet qui a coûté cher, un tweet à 15 milliards le jour même en évaporation de capitalisation. Elle a tiré la sonnette d'alarme sur ces prix effectivement des médicaments aux États-Unis. Tout à fait. Partout dans le monde, on a vu ces prix augmenter, surtout aux États-Unis, des augmentations de plusieurs dizaines de pourcents, voire de centaines de pourcents chaque année. Des entreprises pharmaceutiques qui étaient spécialisées dans l'acquisition de sociétés et qui augmentaient les prix juste après les acquisitions. Donc effectivement, cette inflation des prix, cette augmentation du nombre de personnes dépendantes commence à inquiéter la société civile et les politiques américains. Oui, parce que bien souvent, c'est le contribuable, évidemment, la Sécu, quand il y en a qui payent ces traitements. Donc, si les labos, on va dire, exagèrent leurs tarifs, ça devient compliqué. Vous êtes intéressé, évidemment, à ce secteur MedTech, Biotech, Aymeric Blon. Absolument. Et effectivement, on a été touché de plein fouet, je ne vous le cache pas, par ce fameux tweet d'Hillary. Et ces effets d'annonce un petit peu de la part de tous les politiques. Ça a commencé effectivement aux États-Unis, mais ça s'est un petit peu répandu après dans le monde entier, notamment en Europe, malgré le fait qu'effectivement les tarifs de remboursement soient bien inférieurs, les prix des médicaments soient négociés pays par pays et bien inférieurs qu'aux États-Unis, qui représentent à peu près 60% des parts de marché mondiales dans la santé. Donc voilà, effectivement, c'est quelque chose qui nous a touché de plein fouet. L'ensemble de la cote santé américaine a perdu entre 30 et 40%. C'est vrai que les valorisations étaient hautes sur les biotech. Les valorisations étaient hautes, effectivement. On avait assisté à l'émergence d'un cycle haussier très important, qui avait été en plus assez durable. Ça faisait quelques années maintenant que ça croissait bien. Après, voilà, il faut savoir distinguer, je pense, 2 types de laboratoires. On a évoqué effectivement ces laboratoires un petit peu indélicats et aux pratiques moralement douteuses qui faisaient l'acquisition des droits commerciaux d'un produit déjà existant et augmenter de 500%, 1000% dans la nuit le prix du produit en organisant un corner sur ce produit après. Donc je pense à Turing Pharmaceuticals qui était au centre un petit peu dans l'œil du cyclone, et puis Valéant qui a eu quelques pratiques douteuses aussi en termes de facturation et de facturation tout simplement. Donc, sur quelle société vous êtes investi, vous, dans le fonds Performance Vitae, si on peut citer J'ai 25% de mon fonds, bien sûr, pas de souci. J'ai 25% de mon fonds qui est aux États-Unis, donc effectivement qui a subi un petit peu le contre-coup, et 69% en Europe, donc dans les ratios péables, parce que le fonds est péable. Au niveau des valeurs, je suis investi dans des valeurs comme Enat Pharma en immuno-oncologie, Selectis dans le remaniement génétique de l'ADN, et Biofitis, qui est une petite société qui s'est introduite avant l'été, à la rentrée, en septembre, et qui lutte contre justement la dégénérescence musculaire liée à l'âge, donc ce qu'on appelle la sarcopénie, et contre une forme de dégénérescence maculaire, la forme sèche, qui est une forme très peu adressée.
Et le parcours depuis l'introduction ça se passe bien? Parcours boursier depuis l'introduction n'est pas terrible, hein, je dois l'avouer, effectivement. Depuis septembre, on n'a pas eu que des cadeaux de la part de la bourse dans la biotech. C'est ce qui a aussi décidé une partie de ma réorientation en termes de gestion. C'est effectivement, on avait fait énormément de performances l'an dernier et on s'était permis de réallouer un petit peu les besoins, enfin les fonds, en vendant des dossiers un peu plus défensifs au fur et à mesure que le marché baissait, notamment dans la biotech, pour se renforcer sur des dossiers effectivement un peu plus volatiles, mais avec un potentiel de croissance plus important à terme. On poursuit effectivement le tour des sociétés. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais vous intéressez également, Florent Potvin, dans le fonds SilverEdge, à Healthcare Realty. Là, c'est une société immobilière dédiée aux établissements de santé. Ce qui est intéressant, c'est que, comme le disait Émeric tout à l'heure, eh bien, forcément, les dépenses de santé s'accroissent avec l'âge et cette société en bénéficie. Elle en bénéficie. Elle est aussi une réponse à l'augmentation des dépenses. C'est une foncière médicale. On n'a pas tout à fait l'équivalent en Europe, mais ça s'apparente aux cliniques. En fait, les personnes âgées vont recevoir leurs soins durant la journée et vont pouvoir retourner chez elles le soir. C'est un mode de traitement des... C'est clinique privée, en quelque Voilà. sorte. Ouais. Alors on le voit, vous avez ce chiffre 45-64 ans, évidemment, on fait que 3,7 visites dans ces établissements, coût 5 500 $ annuels, je ne sais pas si on le voit, c'est en petit, en orange sur la feuille, et plus de 65 ans, là ça augmente, hein, on fait pratiquement 7 visites par an, le coût est pratiquement doublé à près de 10 000 $. On peut imaginer évidemment que plus on vieillit et plus effectivement le coût augmente, et évidemment. S'il y a une plus grande population de seniors, Healthcare Realty devrait en profiter. Oui, et les marchés financiers voient ce phénomène arriver et il y aura bientôt un compartiment au sein de l'indice américain qui sera focalisé sur ces valeurs, ces cliniques et ces foncières médicales. Et on connaît évidemment chez nous Corian, Orpea, ça marche très bien, c'est des modèles très résilients et ça bat les consensus. Les mieux gérés, oui. Les mieux gérés, ça marche très bien. Enfin, une dernière valeur, c'est intéressant parce que je pense que ça va arriver également en France. C'est une société japonaise, Nihon M&A, une tendance de fonds régional. Vous dites qu'il tire profit du besoin de succession au sein des PME. C'est vrai que les fameux chefs d'entreprise, peut-être de 60-65 ans plus, qui veulent partir à la retraite, qui n'ont pas forcément assuré leur succession, il va falloir s'en occuper. Et les chiffres sont assez astronomiques. C'est 180 000 PME confrontées à des problèmes de succession. Ça, c'est au Japon uniquement. Oui, c'est un cas très intéressant, cette société, Nihon M&A, une boutique de fusion-acquisition, en fait, spécialisée sur la transmission d'entreprise. Il faut savoir qu'au Japon, d'une façon culturelle, il est difficile de transmettre sa société à une fille. C'est encore compliqué. D'autre part, il y a une déficience de naissance, donc certains patrons n'ont pas d'enfants, de fils. Et donc, cette société, en fait, adresse ce problème. Il faut avoir des enfants et que ce soit un garçon, c'est ça? Sinon, voilà. Ça ne marche pas. Bon. C'est vraiment compliqué. Et donc, cette société, en fait, surfe sur la vague du vieillissement en proposant des solutions de succession à ces entrepreneurs. Et je pense, effectivement, comme je le disais, je crois que ça va arriver également chez nous. J'ai plus les chiffres en tête, mais… Ça arrive déjà, parce qu'effectivement, en France, il y a eu un problème au niveau éducatif. On a poussé les enfants à faire des études généralistes. Et effectivement, tous les gérants de petites… PME, entreprises un peu entrepreneuriales, type boulanger, boucherie, etc., dans l'artisanat notamment, ces gens-là n'ont pas de succession. Puisqu'effectivement, ils n'ont pas de. Soit effectivement, ils n'ont pas d'enfants, comme Florent l'évoquait, ou alors effectivement, ils n'ont pas trouvé de successeurs, puisque effectivement, on n'a pas privilégié ce genre de filière au niveau éducatif, et ils n'ont pas de relève en fait. Ils ont beaucoup de problèmes à trouver des apprentis qui pourraient former, faire monter en grade, et puis après. Oui, donc un vrai sujet, peut-être une idée de société, ou si vous êtes cherché des opportunités et que vous parlez japonais et que vous êtes un homme, donc apparemment, on peut aller s'adresser à M&A, à Nihon, pour succéder peut-être à un patron japonais. On regarde également les autres convictions, alors on ne va pas faire tous les secteurs, mais on revient à ce secteur de l'automobile qui est qui était très bien orienté l'an dernier. Votre top pick, en tout cas pour l'Europe, c'est Renault. Pourquoi Renault par rapport à PSA Écoutez, on essaye, on a eu l'été dernier quelques craintes sur le marché automobile chinois. Il nous est apparu intéressant de revenir sur Renault. Renault qui a un marché qui est majoritairement européen et qui commence à rentrer dans ces pays émergents.
Renault est une très bonne boîte, très bien gérée, avec une gamme de véhicules qui a été renouvelée récemment et qui a fait un très bon parcours. On est plutôt confiant sur cette société. Ce que vous disiez effectivement tout à l'heure que les seniors apprécient en particulier Citroën. C'est ça, je crois que c'est sur les C5, âge moyen, on est à 67 ans. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Pas la voiture la plus sexy, mais elle est appréciée par les seniors. On continue de votre côté, Aymeric, une autre valeur peut-être que vous mettez dans votre fonds Performance Vitae ou vous suivez en particulier ou qui a fait un beau parcours? Non, alors elle a fait un beau parcours, elle a un petit peu molli ces derniers temps, mais je pense qu'effectivement le parcours boursier n'a pas fini de croître si le management continue à délivrer en termes opérationnels et bilanciels. Donc je pense à Sartorius Stedim. Sartorius Stedim, Alors à différencier de Sartorius, qui est la maison mère et qui en a côté en Allemagne, Stedim plutôt, qui en fait fait des bioréacteurs à usage unique avec effectivement des poches plastiques qu'on met dans les cuves en inox et qu'on jette après chaque batch de culture des molécules thérapeutiques ou bactéries nécessaires. Donc là, vous pour développer les continuez à être basé sur cette société qui a très bien progressé. Elle a très bien progressé, mais on voit qu'elle progresse avec la régularité d'une horloge. Et effectivement, tous les ans, elle délivre. Tous les trimestres, elle délivre. Il y a une excellence en termes managériels vraiment très importante, ce qui fait qu'il y a une exécution, je ne vais pas dire parfaite, parce que je n'ai pas envie d'utiliser ce mot, mais qui est vraiment très bonne. Et dans le temps, ça se voit, et au niveau du parcours boursier, ça se voit. C'est d'une régularité horlogère. Alors, ce qui cartonne également, c'est le fonds Silver Age. Ça a démarré plutôt en France, en Europe, et puis aujourd'hui, c'est un fonds global qui est très très bien accueilli par l'ensemble des gens à qui vous le proposez, parce que cette problématique touche tout le monde finalement. Tout à fait. On a eu un grand succès sur le fonds européen. Et maintenant, on a souhaité ouvrir la thématique sur des investissements globaux aux États-Unis et puis au Japon et l'offrir à nos clients. Dans une démarche d'allocation d'actifs financiers, il est important d'avoir une vision globale. Effectivement, écoutez, en tout cas, c'est vrai que c'est une problématique qui nous touche tous. On peut mettre un petit peu de vieillissement de la population dans son portefeuille à travers vos deux fonds. Donc Silver Age, CPR Silver Age pour CPR AM et Performance Vitae du côté d'Ecofi Investissement. Merci à nos deux gérants, Aymeric Blon pour Ecofi Investissement, Florent Peuvin pour CPR AM. On aura le plaisir de refaire ce débat très prochainement, voir quels sont les enjeux. Merci en tout cas à vous de l'avoir suivi. On continue dès demain avec un nouveau débat, mais pour l'heure, on se reconnecte à l'actualité boursière, voir si les marchés montent ce matin. C'est Direct Investisseur dans un instant. À tout de suite.